Nous voilà devant la machine. Donc j'ai déjà retiré le flanc de carénage ainsi que la protection pour la chaleur. Le bas du carénage, je l'ai simplement dévissé ici et déclipsé là. Et maintenant il va falloir retirer donc le cylindre récepteur d'embrayage, la protection et tout le carter. Donc tout ça c'est vissé avec des vis en alu extrêmement fragiles, c'est-à-dire qu'on peut les serrer une fois, deux. Après c'est très problématique et elles cassent, donc si vous vous attaquez au changement de l'embrayage, il faut impérativement acheter les vis qui sont en alu, chez BM par exemple, je ne les ai pas trouvées ailleurs. Ça coûte un certain prix, mais bon, de toute façon, pas trop le choix puisqu'elles cassent. Au resserrage, elles sont acérées avec un couple très faible, 3 Nm de mémoire. Et une fois qu'elles sont serrées, c'est fini. On les redessert pas, donc on espère que ça fonctionne du premier coup. Donc là, pour le desserrage, Torx de 30, je vais juste desserrer et ensuite je vais pas m'embêter, je vais finir le dévissage avec la visseuse. Donc je vais commencer par la plaque ici. Hop, je desserre, je mets la douille là dedans. Et voilà, donc celles-là, je vais les conserver. Voilà, il n'y a pas de souci, si jamais ça casse, c'est pas problématique. Les 4 vis ici, je vais les conserver aussi, pour les mêmes raisons. Par contre, toutes les autres, là, si vous en avez une qui casse, alors si c'est la première, c'est pas très grave. Si c'est la 18e, bah, vous êtes bon pour tout redévisser pour pouvoir extraire la vis cassée. Et après, ça veut dire resserrer une nouvelle fois toutes les vis, et ça peut être très embêtant. Voilà. Et les 4 vis sont extraites. On peut ensuite retirer le récepteur d'embrayage. Vous voyez ici, il y a une sphère en fait qui tourne et il faut que ce soit la partie plate qui vienne pousser là-dessus. Donc ça, on peut y avoir accès dès ce trou, mais comme on va tout démonter, je ne vais pas m'embêter à extraire ça par ici. Pour retirer toutes les vis, il n'y a pas d'ordre particulier. Par contre, au remontage, il y en a. Alors, j'ai pas vidangé. La moto, elle est sur la béquille latérale qui est de l'autre côté, donc légèrement penchée de l'autre côté. Logiquement, il va y avoir un petit peu d'huile qui va couler, puisque c'est un embrayage humide. Mais relativement peu. On ne fait pas l'imbécile avec les vis. Certaines sont un peu plus dures à retirer que d'autres, parce qu'elles sont collées un peu par la crasse, vu que j'aurais sans doute dû nettoyer la moto avant de m'attaquer à ça. Mais comme d'habitude, j'ai pas super énormément de temps, je l'ai pas fait. Puis en plus dehors, il gèle, c'est pas idéal. Donc il y a beaucoup de vis à retirer qui collent bien le carter. De mémoire c'est 18. Alors évidemment ça serait trop simple, mais elles ne sont pas les 18 de la même taille. Celle-là je vais retirer. Il y en a une plus petite, celle-ci est plus petite que les autres. Je vais la retirer en premier. Donc c'est une vis de 20 de mémoire. On va la comparer avec celle d'à côté. La petite et la grande. Donc il n'y en a qu'une petite, c'est celle qui va le plus à l'avant. La visseuse, c'est une grande invention.
Alors au revissage, je ferai pareil, c'est-à-dire que je visserai ça, mais avec le couple minimum de la perceuse, histoire de toutes les approcher. Et ensuite, c'est clic dynamométrique obligé, parce que le couple de serrage est vraiment faible. Donc rien que les vis, vous en avez facilement pour 25-30 € pour les acheter, mais comme je l'ai dit, on n'a pas trop le choix. Voilà, là le carter est libéré. Je vais attacher ça pour pas que ça nous embête. Donc un système très simple, mais qui a fait ses preuves. Un petit bout de fil électrique et j'accroche ça au carénage. Maintenant, le carter, il peut être relativement difficile à retirer, tout dépend de depuis combien de temps il est en position, parce qu'il est tout simplement collé par le joint, mais il n'est plus retenu par rien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tirer. Donc là, vous voyez, ça fait des petites oreilles. Ça vous donne une petite prise. Voilà. Donc le carter, lui, il est en bon état, il n'y a pas de souci. Le joint qui est là, ma foi, il n'a pas l'air en mauvais état. Voilà, on pourra peut-être le remonter, on verra ça. Et voilà l'embrayage en question. Donc c'est un embrayage Barnett que j'ai monté. Donc là maintenant, on peut avoir facilement ici. Donc là on voit que ça a un peu frotté, c'est étrange, mais bon, c'est comme ça. Donc la tige poussoir, les modèles les plus anciens en fait n'ont pas cette deuxième partie, ça se coupe ici, il y a juste le morceau qui est là. Ensuite vous avez la butée, le roulement buté d'embrayage, qui me paraît être encore en bon état, donc on va le garder. Et c'est là maintenant qu'il va falloir avoir du gros pour dévisser la vis qui est là. La vis qui est là, elle est montée à un couple assez important que j'ai plus en mémoire. Moi, je suis obligé de prendre la clé plus la rallonge. Donc, si vous n'avez pas l'outil qu'il faut, donc la raquette qui est là, ça va être compliqué de dévisser et de revisser. Donc la raquette qui est là, elle prend appui ici. Voilà, donc moi, vous voyez, ça va être en appui sur le repose-pied. Alors petit souci, c'est qu'il va falloir que je retire ici la tôle zut, je cherche mes mots, qui est sur le pot d'échappement, pour que ça aille bien. Mais voilà, donc une fois que ça sera fait, la queue de la raclette là appuiera sur le repose-pied et on pourra dévisser ici avec une douille de 30. Alors attention, il faut une douille de 30, mais qui soit pas trop large, parce que ça rentre juste ici, là-dedans. Donc moi j'ai une douille Magnusson de chez Brico Dépôt de 30, qui a exactement la bonne taille. Vous voyez, ça passe pile, il y a un petit peu de jeu, mais à peine. J'avais une douille Facom, mais qui était légèrement trop grande, donc qui ne rentrait pas. Après, il y a sans doute une solution si vous avez la douille qui ne rentre pas, c'est de dévisser ici toutes les vis, retirer cette partie-là et vous pouvez retirer facilement l'embrayage. Mais bon, moi j'ai la possibilité de, donc je ne vais pas m'en priver. Alors, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas retiré, je vais essayer avec cette petite clé. Si ça ne marche pas, j'en ai une plus grande, avec plus de bras de levier. Donc je vais repositionner ici la raquette. Bon, je pense qu'on peut oublier ça. Donc là, énorme clé, grand bras de levier. Et comme vous pouvez le remarquer, il faut beaucoup de force pour y aller.
dis donc. Risque pas de partir toute seule, celle-là. Eh ben, s'il faut encore plus de bras, de levier, je dois avoir des tubes, mais j'ai déjà réussi à faire 100, ça devrait quand même fonctionner. Alors évidemment, comme je force sur un côté qui fait relever la moto, il y a toujours cette petite inquiétude que la moto me tombe. Je vais avoir des crampes. C'est reparti. Donc cette fois je vais mettre un chiffon sur le bout. Alors le chiffon il n'est pas là pour aider, il est simplement là parce que le bout de la clé en fait m'entaille la paume de la main et c'est quand même super désagréable. Ça y est. Voilà. C'est parti. On peut retirer le gros boulon qui est ici. On peut retirer ça. Et ensuite, on va pouvoir extraire le bloc qui est ici. Donc voilà le bloc de disque qui est là. Alors il se trouve que au débrayage ça faisait un bruit pas possible. On peut même dire affreux. Sans trop que je sache pourquoi. Donc bon bah ça on verra ça au démontage de cette partie là. Et comme j'ai réussi à avoir une cloche de 4S100, je vais également démonter la cloche. Donc là il y a une petite rondelle, enfin une petite, non, une grosse rondelle à retirer. Mais avant de la retirer, avant de retirer cette rondelle, on profite pour regarder un petit peu la distribution qui est plutôt en bon état. Je vais faire tourner ici le vilebrequin parce qu'il est conseillé de mettre le moteur au point mort haut si on retire la cloche. Alors je ne sais pas trop pourquoi. J'ai déjà fait 100, ça fonctionne très très bien. Mais puisque j'ai l'outil pour bloquer, ça serait dommage de s'en priver. Donc pour ça, il faut démonter le capteur de vilebrequin qui est là. Et il faudra le remplacer par l'outil que je vais aller chercher. Alors évidemment, j'ai essayé de démonter avec ça qui n'est pas de la bonne taille. Là, on ne va pas abîmer le pas de vis. Enfin, la tête plus exactement. Et ben on vient ici. On va chercher un marteau. Alors, je vais enfoncer la tige avec un marteau. Et ça marche tout de suite beaucoup mieux. C'est évidemment, comme on va le voir, la vis me paraît légèrement corrodée. Et sans doute la tête de vis est-elle bien sale de toutes les cochonneries de la route. Donc je retire à l'avant, on voit pas très bien ce capteur de position de vilebrequin que je vais remplacer par l'outil préconisé par BMW. Donc comme j'ai refait le moteur complètement, j'ai pas mal d'outils à disposition. J'ai aussi l'outil pour régler la tension de la chaîne de pompe à huile, mais alors là j'ai vraiment pas encore compris à quoi ça servait.
Et ben alors là c'est méga coup de bol parce que j'ai même pas besoin de tourner le vilebrequin. On est direct dans la bonne position d'arrêt. Alors là il y avait une chance sur vraiment pas beaucoup que ça se produise. Donc le moteur est directement au point mort. Je vais retirer la cloche. Alors la cloche elle est retenue par rien. Il faut juste la sortir. Mais c'est pas forcément une partie de plaisir. Alors déjà il faudrait que j'ai simplement que je tire. On y va. Et ça vient tout doucement. Voilà. Hop, et là. Donc la cloche qui est là. Les ressorts que j'ai mis derrière. On va retirer ça. Tac, tac, tac. Là, vous voyez ici, j'ai mis des ressorts qui ont 10 000 km. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Et là, il y a... Donc ça, il faudra que je démonte ça quand je vais remonter la pompe à huile. Ici, vous avez le pignon de pompe à huile. Et si vous changez la cloche, comme je vais faire moi, il vous faudra changer ce pignon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Elle est là. Tant qu'à faire, je vais en profiter pour tout démonter. Donc là, hop. Hop, on ouvre un petit peu le tendeur pour le pignon de pompe à huile. En espérant que je ne sois pas obligé de le retirer complètement. On dirait que si. Donc bah, on va le retirer. Hein. S'il faut, il faut. Donc le pignon de pompe à huile, il date de la... Pas le pignon, le tendeur de pompe à huile, il date de 10 000 km à peu près. Il n'est même pas marqué rien du tout. Nickel. La chaîne, même chose, je l'avais changé quand j'ai changé la pompe à huile. Pas beaucoup de kilomètres non plus. Alors, oui. Je vois le problème entre guillemets. Il n'est pas un gros problème, mais qui est un léger problème tout de même. C'est cette petite bague. Petit roulement cage là. Hop, et maintenant il va falloir que je retire ça. C'est un peu juste, mais ça passe. Et donc voilà le pignon avec ses 6 entraîneurs, ça c'est caractéristique des roulements de K1200. Et moi je vais déroulement des cloches d'embrayage de K1200. Celui de K1300, bah, vous le verrez un petit peu plus tard, là il n'a que 2 entraîneurs, mais il se place exactement de la même façon. Voilà, bah maintenant on va aller regarder, désosser, regarder l'état du bloc de disque, et puis on changera. Donc voilà le bloc de disque. Pour l'ouvrir, vous avez 6 vis qui sont des vis avec une douille Allen de 4 qui sont serrées pas trop fort. Hein. Donc je vais les dévisser. Je vais d'abord les débloquer. Alors évidemment pour les remonter, décidément, pour les remonter en fait, on remonte le bloc non serré sur la moto de façon à ce que tous les disques aillent bien dans les trous des entraîneurs.
Et ensuite, on peut y aller. Alors forcément, le dernier, c'est lui qui repose, enfin, sur lequel repose tout le poids du ressort maintenant. Enfin, tout le poids, toute la force, je devrais plutôt dire. Voilà. C'est des vis relativement simples, hein. Il y en a 6. Quand la force du ressort est encore dessus, on sent bien, c'est nettement plus difficile à dévisser, là, comme ce dernier. Zut, non, c'est pas grave. On récupérera aller en dessous. Donc vous avez ici ce petit support qui vient fermer le bloc d'embrayage. Vous avez ici le ressort d'embrayage. Vous avez ici une espèce de petit jonc sur lequel vient se poser en fait le ressort. Et là maintenant, là, le bloc est ouvert. Il est en 2 parties. Donc là, vous avez derrière un couvercle arrière. Donc ce couvercle arrière, là, il est quand même un peu marqué. Et puis surtout, vous voyez là, il n'est pas trop lubrifié. Donc je pense que le grincement que j'entendais, c'était le grincement là-dessus. Il est quand même bien marqué. Donc lui, je pense que je vais le changer. Ensuite, on voit que ça a bien frotté sans être trop mouillé. Ça, c'est pas génial. Et on va regarder son homologue de l'autre côté. Parce qu'en fait, l'autre embrayage que j'ai retiré, c'était pareil. Et là, vous voyez que de ce côté-là, bon, l'embrayage, il n'est pas encore complètement usé, mais là aussi, là, il y a clairement défaut de lubrification. Ça se voit très bien ici, là, l'embrayage, il est sec comme tout. Bah, c'est pas normal, quoi. Ça devrait être bien lubrifié. On voit l'endroit où a posé l'embrayage. C'est gras, mais c'est loin d'être suffisant. Vraiment loin d'être suffisant. Donc, bon, j'en ai un autre qui est peut-être en meilleur état, mais c'est ça le problème de ces motos-là. Hein. Et là, vous voyez, là, on voit très bien qu'il y a eu du gras. C'est pas de l'huile, c'est du gras. Là, de ces côtés-là, on est plutôt bon. Hein. C'est pas marqué. C'est en bon état de chaque côté, mais bah, c'est pas lubrifié, quoi. Hein. Ça n'est pas du tout lubrifié. Alors du coup, la question, c'est est-ce que je le remonte comme ça dans la nouvelle cloche ou pas? Bonne question, je vais réfléchir à tout ça. Le machin il se remet comme ceci. Après, il y a aussi le problème du dribble de toute façon, donc je pense que je vais quand même remonter de nouveaux barnettes. Hein. Ouais, c'est pas satisfaisant.